Bonjour à tous, bienvenue dans ce Trends Talk. Au cœur de l'été, on reçoit un économiste qui va nous parler de bien des choses, notamment d'un accord du siècle qui a été conclu par le gouvernement fédéral, mais aussi d'un contexte international marqué par encore et toujours la situation incertaine aux États-Unis. On reçoit Bruno Coleman, bonjour. Bonjour. Un habitué de la maison, quelqu'un qu'on écoute beaucoup et sur bien des thèmes. Alors, cette semaine, les politiques sont un peu partis en vacances à gauche et à droite, mais on a conclu un accord qu'on a appelé l'accord de l'été. Bardewéver au Parlement a même parlé d'accord du siècle, qui contient pas mal de choses, fiscalité, pension, emploi et d'autres encore. Quel est votre regard sur ce moment de la politique belge ? D'abord, j'espère que le siècle ne va pas s'arrêter trop vite. Il y a encore 75 ans quand même à parcourir. C'est du siècle jusqu'ici, voilà. Alors oui. Mais c'est indéniablement un accord important. C'est un accord qui a dû demander beaucoup de travail, beaucoup de précision, beaucoup de concertation, parce que finalement, de nombreux domaines ont été touchés, à commencer par la fiscalité, mais aussi la sécurité sociale et les pensions. Alors qu'en penser ? Je pense qu'en matière de fiscalité, on n'a pas beaucoup de choses qui ont changé, mais il y a cette fameuse innovation de la taxation des plus-values, qui, à mon avis, n'aura pas l'impact qu'on peut espérer, mais qui est un changement de paradigme. C'est sans doute le plus important depuis la grande réforme d'après-guerre en 1962. Et par contre, il y a l'aspect de la sécurité sociale et surtout du chômage, donc, qui est ressorti globalement à la sécurité sociale. Et là, je crois qu'on va peut-être faire face à de grandes difficultés, parce qu'on comprend l'idée du gouvernement, finalement. Sur la limitation des allocations de chômage dans le temps, singulièrement. Voilà. Voilà, on comprend la volonté du gouvernement, c'est de réaliser qu'il y a trop de chômeurs de longue durée, qu'il y a trop de malades de longue durée, qu'on doit absolument accélérer la remise au travail, qu'on doit atteindre un taux d'emploi qui se rapproche hypothétiquement des 80%, bien que ça semble très éloigné. Mais donc c'est un changement très important, parce que c'est une fracture massive dans ce qu'on appelle l'état social, et dont on ne connaît pas aujourd'hui les conséquences dans la vie des femmes et des hommes qui vont être affectés. Donc on est dans un point de bascule très important sous l'angle législatif, mais sous l'angle humain, sous l'angle de l'adaptation des personnes aux différentes mesures qui ont été prises. Là, je crois que les choses sont encore très fortes. Pour avoir une fracture sociale importante dans la société, c'est ça que vous dites ? Je crois qu'on va avoir une fracture importante, parce que, prenons le cas de ces 200 000 chômeurs qui vont perdre leurs droits, qui arrivent en fin de droit. Selon les mots mêmes du ministre-président wallon, il y a un tiers de ces gens, pour autant qu'on transpose ça à la Belgique, qui vont retrouver du travail, un tiers qui vont aller vers les CPS, donc gagner moins, et un tiers qui, comme il l'a dit, vont disparaître du radar. Ou qui n'en ont pas besoin, peut-être. Qui n'en ont peut-être pas besoin, mais ça veut dire que potentiellement, il y a 2 tiers de ces personnes dont on considère qu'elles ne vont pas retrouver un travail si elles en ont besoin. Et on sait que, d'abord, c'est beaucoup en termes de dizaines de milliers de personnes. Ça part de l'idée aussi qu'un tiers de ces gens vont retrouver du travail, et je crois que ce ne sera pas le cas, parce que les employeurs n'aiment pas embaucher des personnes qui sont depuis très longtemps, on va dire, décrochées du travail. Et je crois que ça va accentuer le clivage entre ceux qui sont du bon côté et ceux qui sont du mauvais côté. Ceux qui sont du bon côté dans 4 ans n'auront pas tiré un grand bénéfice, mais ceux qui sont du mauvais côté resteront probablement du mauvais côté. Et donc il y a un clivage social qui risque de s'élargir et qui malheureusement se juxtapose sur un clivage géographique. Communautaire, géographique, puisque Bruxelles, on le sait, et la Wallonie, qui ont des taux de chômage plus importants que la Flandre et des taux d'emploi, bien sûr, moins importants, vont plus que la Flandre être affectés par les mesures qui ont été prises cette semaine. vous diriez que c'est brutal ? C'est extrêmement brutal, parce que d'abord les CPS ne sont pas prêts, et puis parce que des dates butoirs, c'est important, ça suppose qu'on va devoir traiter massivement les situations de dizaines de milliers de personnes, ça risque de créer des creux en termes de citoyenneté. On aurait dû faire quelque chose, je pense, de manière plus progressive, mais voilà, c'est un mouvement politique important, et on ne connaît pas non plus, d'ailleurs, à cet égard, quelle sera la réaction de la rue et de l'opposition quand on arrivera à l'automne, et surtout au début de l'année 2026, quand les premières mesures vont faire sortir leurs effets. En même temps, c'était nécessaire, sans doute, d'envoyer un signal par rapport à la remise au travail des
des chômeurs, Oui. des malades de longue durée, parce qu'on pourra en parler aussi, c'est un grand chantier aussi. Oui, non, c'était absolument indispensable. On ne peut pas vivre dans un pays où il y a 1 million de personnes qui sont ou chômeurs de longue durée ou malades de longue durée, ce n'est pas possible. Mais en même temps, je crois que l'important, c'est redonner le goût du travail. Et je ne sais pas si la sanction pécuniaire, la sanction financière, sera suffisante pour remettre des personnes au travail. Parce que souvent, le chômage, quand on se concentre sur le chômage, ce n'est pas un problème de travail, c'est un problème de conjugaison de décrochage. Un décrochage citoyen, civil, alimentaire, culturel, social. Et donc, en fait, il y a une perte de repères qui auto-entretient la situation de dépendance. Et une chose à laquelle on ne pense pas, c'est que les personnes qui seront frappées par ces mesures d'exclusion ont souvent des enfants qui eux-mêmes vont par capillarité subir le déclassement des parents. Donc il y a vraiment un risque qui n'est pas instantané, mais qui est en fait dynamique dans le temps et même générationnel. Et en même temps, l'enjeu, on le dit souvent, c'est de donner un électrochoc de création d'activités, que ce soit de création d'entreprises ou en l'occurrence de remise au travail. On est un peu à la croisée des chemins, en fait, par rapport à ces deux volontés-là. La volonté de dire, bah oui, il faut travailler, il faut créer de l'activité parce que c'est indispensable pour sauver le système social. Absolument. Et par ailleurs, on risque d'avoir des gens qui décrochent complètement. Oui, quoi. oui, c'est une ambiguïté. Hein, et en même temps, tout ça est aggravé par le fait qu'on subit chaque jour un peu plus le vieillissement de la population, avec un passif social très important en matière de soins de santé, en matière de pension évidemment. Et de la part des gens qui travaillent, qui mettent en œuvre des efforts, on peut comprendre aussi la légitime demande d'être moins imposés pour ne pas succomber sous le financement social des personnes qui ont été écartées du marché de l'emploi. Mais donc il y a un équilibre à trouver, et je pense que le gouvernement maintenant ne doit plus trop toucher à ces mesures, parce qu'il faut que la Belgique s'adapte. La Belgique n'est pas un pays de révolution, c'est un pays d'adaptation. Et donc, il faudra dans 1 an, dans 2 ans, imaginer des points d'étape au terme desquels on va pouvoir mesurer la pertinence de ce qui a été fait et sans doute corriger ce qui devra l'être. Oui, parce qu'il y a une quadrature du cercle aussi, Philippe de Feyt notamment l'a signalé, sur le fait qu'on veut également remettre à l'emploi les personnes plus âgées, ce qui fait partie du parcours nécessaire aussi pour permettre aux pensions d'être nourries suffisamment, mais c'est parfois un peu contradictoire avec le fait qu'il faut remettre des plus jeunes au travail. Oui, ça c'est une des premières contradictions. Une autre contradiction, c'est qu'en augmentant le nombre d'heures supplémentaires défiscalisées, on permet à quelqu'un qui a le caractère et les compétences de le faire, de travailler plus, et donc ça prend peut-être la place de quelqu'un qui aurait pu être embauché à la place de ces heures supplémentaires. Donc ça veut dire que les mesures finalement, et je crois que c'est l'arrière-plan qui m'inquiète un peu, qui m'inquiète le plus, tend à favoriser les personnes qui ont la capacité de travailler et de travailler encore plus, tandis que les personnes qui sont dans la charnière ou qui ont décroché auront, je crois, plus de difficultés à re-rentrer dans le système productif qu'auparavant. Et un phénomène qui pourrait être encore accentué par l'intelligence artificielle, parce qu'on n'en parle pas toujours, mais c'est vrai qu'on est face à des révolutions qui vont affecter le marché du travail, vous en parlez souvent. Très souvent, mais on le voit aux États-Unis plus rapidement que chez nous, mais donc c'est une révolution industrielle au sens propre du terme, c'est la véritable deuxième révolution industrielle après celle de la machine à vapeur à la fin du XVIIIe siècle, et donc ça veut dire que toute une série de tâches vont être remplacées, d'autres vont émerger, mais la machine, l'intelligence artificielle, va capturer ce qu'on appelle les gains de productivité. Donc le propriétaire des machines va sans doute s'enrichir au détriment du travailleur, qu'on va peut-être continuer à payer, mais moins en termes relatifs. C'est un débat qui avait été suscité par Marx au milieu du XIXe siècle, justement parce qu'il avait observé ce manque de partage des gains de productivité suite à la première révolution industrielle. Ça, c'est une réalité qu'on n'a pas encore intégrée et qui va peut-être en partie être compensée par le fait qu'il y a moins d'actifs et plus d'inactifs, ce qui va permettre aux actifs de s'accommoder de cette révolution industrielle, mais ça poserait la question du financement de la sécurité sociale. Parce que si en termes relatifs, le travail est moins rémunéré et que la machine l'est plus, alors les cotisations sociales prélevées sur le travail ne seront peut-être pas suffisantes pour alimenter tout le financement des dépenses sociales. Et peut-être devra-t-on un jour demander à des entreprises qui utilisent des machines de payer des cotisations sociales sur les travailleurs qui ont été eux-mêmes remplacés par cette même machine.
En même temps, on a fait un pas. Bardewever disait que dans l'accord du siècle, comme il le nomme, l'aspect pension était peut-être le plus important. Il y a eu une comité d'études des pensions qui a fait un premier rapport pour analyser un peu l'impact qu'elle pourrait avoir, cette fameuse réforme avec des bonus et des malus. Ça tente à montrer que la charge sur les dépenses sociales pourrait baisser. C'était quand même un des objectifs. Donc là, on touche à quelque chose qui est important, non ? Oui, et je pense que si les personnes seront touchées, et on sera tous touchés par ces mesures, et pas positivement... sur le montant de nos pensions. Sur le montant de nos pensions, et rien ne dit que le système sera totalement soutenable tel qu'on le prévoit maintenant dans 10 à 15 ans, mais ça montre quand même que le gouvernement a le courage de s'attaquer à quelque chose qui touche le long terme. On aurait dû s'y attaquer il y a 40 ans parce que la démographie est un facteur qui est parfaitement prévisible. Et l'important pour moi, c'est que, quel que soit le changement, les personnes qui sont en précarité ou en pauvreté à l'âge de la pension n'y tombent pas un peu plus. Parce que finalement, ce ne sont pas les hautes pensions. Les hautes pensions peuvent être un peu rabotées et c'est désagréable pour les personnes qui subissent cette baisse. Mais l'important, c'est de permettre aux citoyens, on va dire un peu plus démunis, de continuer à vivre parce que c'est ce qu'on a... en période de dépendance. C'était touché aux régimes spéciaux, alors ça fait grincer des dents, mais quelque part, c'était indispensable. Vous avez d'ailleurs souvent plaidé pour une forme d'allocation universelle de pension. Bon, c'était plus complexe que ça. Mais Et je crois qu'on va converger avec le temps vers ça, c'est-à-dire avoir un montant de survie, en tout cas de survie qu'on espère confortable pour la plupart des personnes. Mais parce que l'important, c'est de ne pas avoir des personnes qui ont des pensions tellement réduites qu'elles ne sont pas capables de payer leur loyer, de se nourrir. Et finalement, quelqu'un qui n'est pas propriétaire à l'âge de la retraite, qui ne peut pas vendre sa maison, par exemple, pour aller dans une maison de soins, est vraiment dans un grand désarroi financier. Donc là, il faudra mettre en œuvre des points d'étape pour s'assurer que le filet social, quand même la base, on va dire, de l'État social belge, soit suffisamment solide et que ces mailles soient bien serrées. En même temps, donc on s'attaque effectivement au vieillissement de la population. Les défis aujourd'hui sont nombreux. On en reparlera du défi climatique qui vous tient à cœur. Il y a évidemment la situation géopolitique et les dépenses importantes qui doivent être consenties en matière de défense. Là, on parle maintenant d'un conclave budgétaire à la rentrée ou à l'automne, avec des sommes quand même considérables à trouver. Ça veut dire quoi ? On est face à un mur Comment vous analysez ça ? Comment est-ce que j'analyse ? C'est que tout d'abord, les partis qui avaient promis des baisses d'impôts importantes ont vu leur programme chiffré par le bureau du plan et on a vu dès avant les élections qu'on n'arriverait pas à atteindre ce qu'on appelle le critère de Maastricht. Mais le gouvernement doit faire attention parce que si maintenant, après des mesures d'une telle importance, on remet la sauce une deuxième fois avec des économies très importantes et on entend déjà la musique chanter que ça doit être dans les soins de santé, qu'on doit encore trouver plus d'économies. On parlait de près d'1 milliard dans les soins de santé notamment. Ouais. Oui, mais pas des milliards, mais ce seront bien plus qu'1 milliard qu'il va falloir trouver. Alors ça veut dire qu'on peut toucher vraiment au cœur de l'État social, c'est-à-dire de la fondation de la Belgique d'après-guerre. Et alors je me pose une autre question. Pourquoi le gouvernement n'a-t-il pas été peut-être plus loin maintenant pour éviter un second choc ou des effets retours inattendus dans quelques mois ? Et donc, il y aura, je pense, une période critique et je serais d'avis plutôt de laisser la Belgique s'adapter à ces changements très importants plutôt que de remettre en œuvre un second train de mesures que certains partis veulent extrêmement intensif. Pourquoi ne pas l'avoir fait maintenant ? Le président du MR, Georges-Louis Boucher, dit par exemple qu'il serait favorable à un grand conclave incluant même les présidents de partis précisément pour pratiquement réécrire l'accord de gouvernement. Donc on est dans cette perspective-là en réalité. Oui, mais là il faut quand même garder raison. Vous savez, en Belgique, on a un système qui est une monarchie de type parlementaire et on n'est pas dans une particratie consulaire. C'est-à-dire que nous avons élu des représentants. Ces représentants n'ont absolument rien à dire dans les accords gouvernementaux, n'ont rien eu à dire dans l'accord du 21 juillet. Il ne faudrait pas qu'en plus la particratie s'accentue ou s'alourdisse du fait que la Belgique soit gouvernée non seulement par des vice-premiers ministres, mais aussi par des présidents de partis. Parce que ça, ce n'est pas inscrit dans la Constitution. Donc, par pitié, laissons quand même la démocratie jouer son rôle et permettons aux personnes qui ont été élues d'avoir la force de rappel qui leur est demandé d'exercer. Et ce n'est déjà pas le cas maintenant.
Si le gouvernement veut mettre en œuvre un contrôle budgétaire, ce n'est pas au président de parti à jouer le moindre rôle dans cette configuration, ou alors il faut changer la Constitution. On n'est plus en démocratie parlementaire, on est, comme je le disais, dans une particratie consulaire. Mais là, c'est un autre débat. Mais on est quand même à un moment charnière qui implique... alors on parle souvent d'un grand pacte social ou en tout cas d'un mariage des forces vives, mais on est à ce tournant-là en fait. Oui, mais alors ce n'est pas dans un conclave budgétaire qu'on va le faire. Ce sont dans des études à long terme, sereines, placides, avec des experts de tous bords qu'il faut les mettre en œuvre. Par exemple, oui, il faut revoir la fiscalité des personnes physiques. On doit retendre vers une certaine globalisation. Pourquoi ? Parce que ce système fiscal qui était un bijou en 1962, a été complètement détricoté par des effets d'aubaine. Et aujourd'hui, la progressivité de l'impôt, par exemple, ne porte plus que sur les revenus professionnels. Ce n'est pas normal. On doit, par exemple, se poser la question de savoir si on perçoit bien les cotisations sociales et si les personnes plus nantis ne devraient pas payer un peu plus que les moins nantis. Est-ce qu'il est normal que tout le monde paye son médecin conventionné ou ses médicaments au même prix ? Peut-être pas. Donc, il faut alors voir les choses à long terme dans des cénacles d'experts. Mais ce n'est pas dans la nervosité nocturne d'agitation, on va dire, politique, qu'on peut repenser un pays. C'est un travail qui demande plusieurs années. Et je crois que la Belgique en a besoin. Parce que finalement, nous sommes, comme vous l'avez dit, à un moment charnière, et ce n'est pas dans la torpeur de l'été ou d'un conclave qu'on arrive à mettre de l'huile dans la charnière. On doit repenser le système. Je crois qu'il y a beaucoup de choses à changer, et c'est valable aussi pour l'impôt des sociétés, par exemple. Oui, avec des perspectives qui sont importantes. 2029, c'est la fin de la législature. 2030, c'est le bicentenaire du pays. Donc on est quand même avec des rendez-vous qui sont symboliquement importants, mais qui visent aussi à donner un avenir à ce pays, quoi. Absolument, et je crois qu'il y aurait des vertus à déterminer quelques chantiers de modification profonde, partagés et bien débattus pour le bicentenaire. Parce que qu'allons-nous fêter pour le jour du bicentenaire, sinon les 200 ans de la Belgique ? Rien du tout. On devrait aussi s'attaquer à d'autres débats très importants, comme la pauvreté, la précarité. On sait qu'en Belgique, il y a 1/5 de la population, 1/5, même plus qu'1/5 de la population, qui rencontre un des 3 critères de pauvreté. On ne peut pas avoir une société qui avance à un rythme rapide pour certains, et puis qui laisse de côté, sur le bas de la route, 20% de la population, alors que le but de l'État social d'après-guerre, c'était de créer une solidarité entre les citoyens, quelle que soit la nature de leurs revenus. Alors, tout ça s'inscrit dans un contexte international qui lui aussi est quand même agité. On ne parle pas nécessairement de conclave de nuit, mais parfois de tweets ou de posts envoyés sur les réseaux sociaux au petit matin en parlant du président américain Donald Trump. Précisément, vous avez écrit beaucoup de livres. Il y en a un qui arrive à la rentrée, votre prochain ouvrage, et le titre est quand même éloquent. C'est Donald Trump, le spectre d'un fascisme numérique. C'est quand même fort, ça. Oui, c'est un livre que je prépare depuis longtemps et qui m'a demandé beaucoup de travail, qui m'en demande encore pendant ces vacances. Je pense que le régime américain est en train de changer. Alors je parle de fascisme, mais sous l'angle anthropologique, c'est-à-dire la transformation de l'individu et de la société. Et on voit qu'aux États-Unis, tous les critères d'une émergence d'un pouvoir autocratique sont rencontrés. Et on ne parle pas à l'identique de ce qui s'est passé dans les années 30, mais il y a quand même quelques points de référence. Mais ce qui est nouveau aujourd'hui, c'est qu'il y a une sorte de pacte faustien entre ce régime qui se resserre auprès du président et qui devient extrêmement dominant en écartant toutes les voix dissonantes, et les entreprises, en tout cas les dirigeants des entreprises technologiques, qui sont capables maintenant de granulariser par toute une série de moyens la perception qu'ont chaque citoyen américain de l'évolution des choses, avec bien sûr l'objectif de les influencer. Donc on est devant un régime qui a complètement changé. La démocratie au sens traditionnel a disparu. Trump d'ailleurs ne veut même pas s'en prévaloir. Et la technologie aujourd'hui est l'arme de la propagande la plus évidente. Donc il y a quelque chose de très important qui se passe aux États-Unis. Et on voit bien que l'Europe ne sera pas exemptée des conséquences. Je ne parle pas des conséquences commerciales, mais si le régime politique américain change, et c'était quand même l'antre de la démocratie avec cette fameuse statue de la liberté que la plupart d'entre nous ont déjà vu, ne fût-ce qu'à la télévision, qui est en train de muter vers un pouvoir autocratique et qui, par capillarité, va demander à tous ses partenaires économiques d'adopter certains modèles économiques et politiques qui sont conformes à ceux des États-Unis. D'ailleurs, quand J.D. Vance, le vice-président américain, fait en février une conférence à Munich, il met en cause le caractère démocratique de l'Europe qui n'entend pas ses peuples. Et donc il y a une sorte de populisme généralisé
dont les bénéficiaires sont ceux qui arrivent à capter et capturer, bien sûr, la quintessence, qui est en train d'émerger aux États-Unis et probablement dans certains pays européens. Il y a une alliance objective aussi entre des empires. Bon, on pourrait parler des relations parfois un peu troubles entre Donald Trump et Vladimir Poutine, mais évidemment des tensions entre les États-Unis et la Chine. Mais en fait, ces pôles d'empire, quelque part, se nourrissent les uns les autres, non? Oui, on arrive à un monde orwellien. Il suffit de relire 1984, livre au sein duquel le monde est séparé entre 3 zones, plus ou moins en guerre, qui ne correspondent pas à ce qu'on constate dans la géographie actuelle, mais qui montrent bien que finalement on entretient un narratif de pouvoir en guerre froide, et au sein desquels les peuples finalement sont privés de parole et de débat démocratique. Mais je crois qu'aux États-Unis, ayant vécu, travaillé là-bas, je pense qu'il y a quelque chose de fondamental qui est en train de changer, c'est la nature de la démocratie, de la représentation populaire. Et je serais très étonné que les élections de 2028 se passent bien. Les États-Unis ont toujours voulu, par exemple, éviter les empires, les monarchies, les pouvoirs héréditaires. On y est, là. Et oui, la Constitution américaine commence par « we the people », ce qui veut dire « nous, les peuples » ou « le peuple », on ne sait pas très bien. Oui, et puis le check and balance, l'équilibre des pouvoirs. Exactement. Ouais. Et c'est une des constitutions qui était le moins modifiée depuis son approbation finale en 1789. Aujourd'hui, on a un changement de régime politique, et donc immanquablement, ça va avoir un effet de déversement, de capillarité sur nos pays. On a justement appris que Donald Trump prévoyait un plan massif d'investissement dans l'intelligence artificielle, rien d'étonnant, notamment avec ses alliés de la Silicon Valley, mais ça participe à cette révolution en réalité. Absolument, et donc ça participe à la suprématie technologique qui est en fait l'enjeu entre la Chine et les États-Unis, mais ça participe aussi à la connaissance de chaque Américain. Vous savez, quand Elon Musk, avec son fameux Doge, là, a envoyé quelques dizaines de types brillants décoder et obtenir les données des Américains, notamment sous l'angle social et fiscal, mais ces données n'ont pas été perdues. Elles seront à un moment ou à un autre utilisées pour influencer chaque citoyen de manière particulière et s'assurer que chaque citoyen devient numérisé au point d'en être manipulé. Donc c'est devant ça qu'on est maintenant aux États-Unis. Est-ce que l'Europe réagit suffisamment face à ce basculement historique? Est-ce qu'on est tout le temps dans la réaction, un peu en retard? Mais on ne comprend pas les États-Unis, parce que la logique européenne... D'abord, on fait une erreur. Avant toute chose, c'est de croire que les Américains sont nos lointains cousins. C'est faux. Les Américains ont été peuplés par des personnes qui cherchaient l'aventure ou étaient exilés par nos pays ou pourchassés pour des raisons ethniques, religieuses et autres. Ou mouraient de faim. C'est le cas de mon 3 fois arrière-grand-père qui a dû partir aux États-Unis parce que dans la région de Ypres, il mourait de faim. Et donc ces gens ne doivent rien. On a l'impression qu'ils sont proches de nous parce qu'ils nous ont sauvés 2 fois dans un conflit mondial en 17 et en 42-44. Mais c'est un peuple différent de nous. Nos yeux sont des yeux déductifs, c'est des yeux principiels. Nous voulons absolument ranger notre vision dans ce que nous avons appris. Les Américains sont des gens inductifs, empiriques. Tout est fondé sur l'expérimentation, d'où les essais-erreurs, on va dire, permanents que Trump met en œuvre. Donc nous ne comprenons pas les États-Unis et nous ne comprenons pas la profondeur du changement politique. Il y a certaines personnes qui l'ont compris, ce sont les alliés objectifs de Trump en Europe. Je parle par exemple du Viktor Orban en Hongrie, je parle des Polonais, je parle des Tchèques et des Slovaques. Giorgia Meloni en Italie. Giorgia Meloni, qui ont finalement compris que Trump avait pour objectif de changer une morphologie politique. Et dans ces pays, il y a effectivement une sorte d'autoritarisme comparable à ce qu'on constate aux États-Unis qui est en train de s'implanter. Ce qui veut dire que l'Europe, finalement, globalement, puisque vous posez la question de savoir si on était conscient de ce qui se passait, l'Europe est très très mal prise. Nous avons d'abord un concurrent américain commercial, mais qui change de régime politique. Nous avons la Russie qui est en guerre avec l'Europe, l'OTAN, et un peu les États-Unis, mais pas tellement. Nous avons un concurrent chinois extrêmement important auquel on doit ouvrir nos portes commerciales, faute de pouvoir nous-mêmes exporter en Chine. Et donc l'Europe est fragilisée par ces trois concurrents principaux politico-commerciaux. Et l'Europe est fissurée de l'intérieur
parce que certains veulent un modèle désormais confédéral, ne sont plus d'accord avec les règles d'unanimité, veulent en fait une latitude politique plus importante que celle qu'on leur autorisait. Mais c'est le cas de nouveau de la Pologne, de la Tchéquie, de la Hongrie, de la Slovaquie et de l'Italie. C'est une désoccidentalisation accélérée, mais enfin, en disant ça, c'est pas tout à fait vrai, parce que les États-Unis restent une puissance dominante, mais c'est plus les mêmes États-Unis, quelque part. On n'a plus ce front occidental de valeurs qu'on pouvait l'avoir auparavant. On risque quoi? La paupérisation, la marginalisation? En Europe Non, on va être, comme l'avait dit un jour Alain Minc, on va être une vieille tante auquel on apporte un morceau de tarte le dimanche. En attendant l'héritage. Ou la vieille Europe, le musée que l'on visitera. Voilà. Alain Minc avait aussi dit l'Europe risque d'être une Suisse avec des musées en plus. Et donc, le débat actuel maintenant qui porte sur le budget européen est extrêmement important parce qu'on voit que la Commission européenne, l'Europe dans sa globalité, veut refédéraliser tout un ensemble de compétences en modifiant les priorités, mais ça s'oppose aux forces centrifuges, comme je le disais, qui animent maintenant certains pays. Alors Bruno Coleman, vous avez fait pas mal de livres. Il y en a un autre qui était ressorti il n'y a pas longtemps, dont le titre était éloquent, ça s'appelait « Une brûlante inquiétude ». C'était un des livres par lequel vous avez fait votre coming out climatique, j'allais dire, ou en tout cas votre préoccupation si affirmée fortement par rapport à l'enjeu climatique. Est-ce que vous avez mal à cette brûlante inquiétude aujourd'hui? Mais je pense que toutes les personnes, tous les activistes, tous les écologistes du monde ont très très mal leur combat. Peut-être parce qu'il était malmené par eux-mêmes, mais aussi parce qu'on voit que cette poussée consumériste, cette poussée vers ce que j'appelle l'exolibéralisme, donc il va même plus loin que le néolibéralisme américain, change les priorités sous l'angle financier, sous l'angle commercial, et que la guerre devient maintenant un argument pour financer la défense dans des proportions plus importantes, et ça se fait au détriment de l'écologie. Et il y a quelque chose d'extrêmement paradoxal quand on voit les choses avec on va dire, la philosophie d'un enfant de quelques années, c'est qu'en fait, on sait que l'écologie, ça signifie la fin du monde, ça signifie un risque existentiel à quelques dizaines d'années, peut-être moins, et aujourd'hui, on va investir dans la défense pour se protéger contre des attaques qui n'ont pas la même envergure. Donc, est-ce qu'on met les bonnes priorités aux bons endroits? Je ne sais pas, mais donc c'est un monde qui devient très dangereux, très insécurisant. C'est comme une fuite en avant, en réalité. On a l'impression que peut-être qu'on a peur de ce qui est inconnu et que du coup, on se réfugie dans des réflexes tribaux. Je partage tout à fait votre avis, qui est très, très, très pertinent. Et je crois que face au caractère inéluctable des choses, face à tout ce qu'on voit et ce qu'on observe, prenons les feux gigantesques auxquels on assiste maintenant, les inondations partout, tous ces dérèglements climatiques donnent une impression qui va croître de fin du monde. Et c'est un peu comme si on voulait jouir des dernières denrées matérielles, des dernières vertus, on va dire, consuméristes, sachant qu'un jour tout va s'arrêter. Donc c'est un réflexe qui est mortifère, qui est quasiment suicidaire. Au lieu de se préparer un futur, on accumule un présent. Et en même temps, on doit gérer ce présent, c'est-à-dire, pour revenir au contexte budgétaire, aux réformes, etc. Ça fait beaucoup de défis. Ça fait beaucoup de défis. Vieillissement, les enjeux budgétaires, parce que le quoi qu'il en coûte n'est pas éternel. Donc on est face à un moment qui est difficile à vivre, quelque part. Oui, mais on ne sera peut-être pas dans la même logique. C'est-à-dire que l'écologie est un tel problème, c'est un problème d'une telle envergure, et je le disais, c'est un problème existentiel pour la planète, que la dette publique, dans 5 à 10 ans, sera peut-être simplement un papier qu'on va utiliser pour emballer du poisson, parce que ça n'aura plus d'importance. Parce que finalement, on se sera accroché à des symboles, à des expressions numériques, à la monnaie, à des choses que l'humain a inventées pour se ranger, pour se classifier, alors qu'en réalité, globalement, on est en train de courir vers quelque chose qui est bien plus grave. Et donc, je ne sais pas si on est conscient de ce qui se passe, un peu comme avant. Je compare tout ça à la drôle de guerre, qui est en fait la période qui a précédé l'invasion allemande de 1940 et qui a commencé en septembre 1939, en fait, les gens ne croyaient pas que la guerre allait arriver. Et finalement, l'attente de la guerre devenait quelque chose de joyeux qui faisait oublier qu'elle avait une réalité et que, tristement, le monde y était confronté le 10 mai 40. Et est-ce que l'esprit d'entreprise, la créativité humaine peuvent être des secours dans ce monde? Oui, mais il faut se dépêcher, parce que la créativité humaine n'aura pas le temps on va dire, de nettoyer les souillures qu'on a apportées à la Terre. Ceci étant,
ça ne veut pas dire pour autant qu'il faut baisser les bras. Je pense que le caractère militant doit rester intact. Et moi, j'ai très très confiance en la jeunesse qui va à un moment imposer à ses aînés des règles d'hygiène, on va dire, existentielles et sociétales qui vont les forcer à adapter leur comportement. Et donc, je mets toute ma confiance dans la jeunesse qui est plus consciente que ma génération de ce qui est en train de se passer. Bruno Coleman, merci beaucoup. On voit que d'un accord du siècle, on a parlé d'un enjeu du siècle qui est climatique et qui dépasse effectivement sans doute les travées parlementaires et les débats qu'on a eus ces derniers jours. On va bien au-delà de ça. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à tous pour Trendstall qui est à la semaine prochaine.